BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Et un grand bonjour à vous toutes et à vous tous et bienvenue. Je suis très heureux évidemment de vous retrouver sur 01 TV la chaîne, sur YouTube, sur 01net.com et sur BFM Business le dimanche, vous le savez, à la radio, à la télé. De quoi je me mêle, votre rendez-vous du week-end dédié à la tech. Avec tout à l'heure en deuxième partie, un spécial drone. Où en est-on dans le monde du drone ? Le drone de loisirs, bien sûr. Que dit la législation ? Quelles sont les nouveautés ? DJI vient de sortir un produit complètement hallucinant qu'on pilote avec un manche. Incroyable. Et c'est impressionnant. On en parlera avec un vrai spécialiste. Le cofondateur du site Helico Micro, Frédéric Botton, sera là. Ce sera dans une vingtaine de minutes. Je vous rappelle que vous pouvez aussi, bien sûr, nous suivre sur Twitter avec le hashtag DQJMM. N'hésitez pas à réagir à l'actu. Et puis, vous abonner à la page Facebook de quoi je me mêle. Merci d'être là. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et comme chaque semaine de quoi je me mêle, c'est prendre le temps sur l'actu de la semaine. Et c'est avec Nicolas Lelouch. Bonjour, salut Nicolas. Salut. Nicolas Lelouch de la rédaction de 01net.com et Gonzague d'Ambricourt aussi. Salut bonjour François, Gonzague. Pour commenter l'actu donc tous les deux. Gonzague qui est un fin spécialiste des nouvelles technologies, un entrepreneur et un spécialiste de tout ce qui est réseau et Wi-Fi. Si vous voulez un bon Wi-Fi, Nicolas, tu peux appeler Gonzague. Gonzague, il passe. Tu veux un bon avec bouche cousue. Dans ta demeure. Voilà. Et ta boîte s'appelle bouche cousue. La boîte s'appelle bouche cousue, ouais. Très bien. Alors là, tu vas pouvoir ouvrir ta bouche parce qu'on a pas mal de trucs à dire pour commenter l'actu. Et on va commencer par cette annonce de Free. Ça faisait longtemps que Free voulait se lancer sur le marché des pros. Nico, eh bien, ça y est, une nouvelle Freebox arrive pour les pros. C'est ça, une nouvelle Freebox, mais pas pour tout le monde. Et non. Pas de suite pour tout le monde. Il y a déjà eu la Freebox Pop il y a quelques mois, donc ça serait un petit peu tôt. Mais vous savez, c'est un marché très concurrentiel sur le B2B qui, aujourd'hui, est surtout entre les opérateurs historiques, avec des box super chères, avec des offres extrêmement élitistes, un service client soi-disant au top. Et Free, évidemment, a senti une opportunité de venir une nouvelle fois casser les prix. De venir dire, regardez, les autres vous arnaquent, on peut faire mieux pour beaucoup moins cher, avec une offre beaucoup plus compétente. Donc ça a été annoncé cette semaine, ça s'appelle Free Pro. Ça coûte 49 € par mois hors taxe. C'est quand même la petite précision, on parle sur et oui, sur le parce monde qu'on du est dans le monde des pros, donc il y a toujours 20% de TVA à rajouter. Exactement, bon là les prix sont hors taxe, c'est 39 € la première année, donc c'est assez free, c'est des prix assez classiques. Et on a justement une offre avec une box qui est vraiment adaptée aux pros, avec un VPN intégré, ce qui va permettre par exemple de faciliter le télétravail. Free la présente d'ailleurs comme la box du télétravail, 2 lignes fixes intégrées, une ligne mobile supplémentaire si vous voulez justement équiper vos salariés. Chaque ligne en plus coûte une somme assez dérisoire. Donc le but est vraiment de s'adresser aux TPE, aux PME avec une offre qui finalement est une sorte de Freebox améliorée avec du mobile et avec pas mal de choses en plus. Voilà. Ouais. Ça faisait 3 ans que Free travaillait sur cette offre, je crois, Gonzague. Oui, en fait, ils ont racheté avec Iliad 75% d'un opérateur entreprise, et c'est là qu'on peut faire la distinction. En fait, il y a 3 marchés dans les télécoms. Il y a les particuliers, les pros, dont parlait Nicolas, et les entreprises. Et les pros, c'est effectivement les TPE, PME. C'est pas les énormes boîtes, et les entreprises, elles ont des offres Internet et téléphoniques qui n'ont aucun rapport. Et Jaguar adresse les entreprises. Free se lance pas sur ce marché, ils ont donc déjà cette société qui le fait, mais attaque les pros avec une Freebox qu'on va pouvoir racker, c'est-à-dire mettre dans une baie informatique, c'est vraiment ce qu'utilisent les entreprises, qui a pas mal de débit, 7 gigas en download, 1 giga en upload, c'est vrai que c'est pas dégueulasse. Et en fait, si on regarde, c'est un peu une Delta qui a été rhabillée pour l'hiver, parce que c'est plus ou moins plus petit, plus sobre, c'est plus ou moins les mêmes composants. Alors, elle a pas de Wi-Fi 6, bon, c'est un peu dommage en 2021 de sortir une box en disant c'est la meilleure, machin. Mais Free n'aime pas le Wi-Fi 6. On avait posé la question à Xavier Niel à la sortie de la Freebox Pop, il aime pas ça. Voilà, et les Wi-Fi 5, autour il y a pas mal de buzzwords, ils disent on a une puce d'intelligence artificielle qui fait du monitoring 24 heures sur 24, etc. Bon, il faudra voir ce que ça donne dans la réalité. Aussi, un gros truc du speech de Xavier Niel, c'était de dire ça ne passera pas par le réseau Free. Et sauf que dans les conditions générales de vente de cette offre, il y a marqué que ça utilise le réseau Free. Donc il faudra voir aussi comment ça se présente dans la réalité ce produit. Et un autre truc qu'utilisent pas mal les entreprises qui commencent à héberger des services, c'est ce qu'on appelle les IPv4 fixes. Et pareil, c'est pas de base, il faut la demander.
Alors dans les trucs malins qu'ils ont fait et qu'il n'y a pas sur la Delta, tu as du secours automatique en 4G. Donc si ta connexion fibre se coupe, il y a une pelleteuse dans la rue qui la coupe, ce qui peut arriver, ou un prestataire d'un autre opérateur qui te débranche, ce qui arrive aussi malheureusement, et ben ça bascule tout seul en 4G et ils intègrent avec un forfait téléphone 5G free avec 150 Go de data. Bon, c'est pas dégueulasse. Le même au final que le forfait grand public, avec un service client qui répond un petit peu plus longtemps, ce qui permet d'augmenter un peu les prix. Et quand tu commandes la box, il t'envoie avec 10 cartes SIM que tu vas pouvoir donc activer à la demande, et c'est 9,99 le forfait 150 gigas si tu es abonné free, et c'est 19,99 si tu n'es pas abonné. Donc c'est intéressant, et en vrai il y a déjà plein de TPE PME qui utilisent une Livebox classique ou une Freebox ou une box SFR, en fait tous les opérateurs. Oui, une déjà. box grand public, on va Voilà, dire. c'est pas dégueu et déconnant qu'ils aient un service client adapté à leur usage, parce qu'ils font pas exactement la même chose que les gens à la maison. Ils n'ont pas besoin de la télé, donc tu as beaucoup d'entreprises qui se retrouvent avec des box télé dont ils savent pas quoi faire. Donc c'est pas bête, on va voir ce que font les concurrents. Ouais. Quand on est pro, on n'a pas envie, enfin on est exigeant sur la qualité de collection, sur on va dire le suivi, le SAV. Est-ce que Free est à la hauteur de ses ambitions? Parce que on sait que par exemple chez Orange SFR, il y a un service dédié aux pros. Ouais, les services Free dédiés. va aussi déployer des services spécifiques. Et ben alors en fait, quand tu souscris un abonnement pro, donc toujours pas entreprise chez les opérateurs que l'on connaît, effectivement, tu utilises le même réseau pour aller sur Internet, mais par contre, tu as un SAV qui est un peu plus réactif. Et c'est vrai que pour l'instant, le SAV de Free, qui se dit être exceptionnel, a pas toujours été complètement dingue. Donc j'espère que effectivement ce sera à la hauteur, parce que les entreprises et les pros, donc pour vraiment dire le bon mot, peuvent beaucoup moins se permettre une coupure de connexion Internet que non, mais c'est pour ça, c'est ça. Si je paye plus cher, je veux aussi une qualité de service. Voilà. Alors après, c'est pas beaucoup plus cher. Ça fait partie de l'annonce de dire que c'est un service client dédié, avec des horaires dédiés 7 jours sur 7. Je crois que ça commence à 7 heures. Je crois que c'est certainement plus tôt que sur le service client grand public. Donc il y a vraiment une volonté de Free de s'occuper du service client de ses utilisateurs professionnels. Maintenant, à voir sur la différence entre la promesse et la réalité, comme toujours. Après, Free sort de nouveaux produits toujours très intéressants, mais on sait qu'au début, c'est pas forcément une bonne idée de les acheter, parce qu'il y a des problèmes de firmware, qui plantent, etc. Est-ce que ils ont corrigé ce problème? Parce que là, dans les pros, autant un particulier qui n'arrive pas à se connecter à son NAS ou un truc comme ça, bon, c'est embêtant, mais ou s'il n'y a pas de Dolby Atmos, comme ça a été le gros sujet de la Freebox Delta, c'est embêtant, mais c'est pas très très grave. Là, finalement, il faut vraiment que tout soit stable. Est-ce que on a une idée de la stabilité de cette box? Non. Alors, ça vient d'arriver, donc c'est compliqué. C'est le problème, c'est qu'il y a toujours un petit phénomène un peu bêta-testeur. Et oui, mais autant, et malgré quand le on tarif, est pro, est-ce qu'on peut se permettre d'être bêta-testeur? Et c'est là un peu le sujet, parce que le tarif n'est pas très élevé, mais tu affubles le truc de pro. Et donc, dès lors, tu te dis, il faut que ça suive. C'est pas parce que je paye pas cher, vous avez dit que c'était pro. Est-ce que c'est beaucoup moins cher, Gonzague, toi qui suis un petit peu là-dedans, c'est vraiment ton job, cette offre-là est beaucoup moins chère que celle de la concurrence? Elle est un peu moins chère, c'est pas beaucoup moins cher. Par contre, c'est vrai que rares sont ceux qui intègrent vraiment bien le backup 4G automatique avec un module externe que tu peux déporter, qui est câblé sur ta box et tout. Techniquement, c'est un peu plus plus costaud que ce que font les concurrents. Et sur la partie réseau, donc interconnexion, si tu es connecté au réseau de Jaguar en payant Free Pro, ça c'est exceptionnel. Je ne suis pas sûr que beaucoup de gens le sauront. Parce que ça coûte trop cher. Parce que le réseau Jaguar est excellent. Le réseau Jaguar, c'est pour les entreprises. C'est une sorte de tuyau qui coûte plus cher à utiliser, qui a vraiment des garanties. Là, chez Free Pro, il n'y a pas de... C'est quoi? C'est un peu la fibre noire, ce qu'on appelle ça? Ouais, entre autres, c'est ce qu'on appelle la FTTO. C'est Fiber to the Office, alors qu'à la maison et dans les entreprises, avec ces offres-là, on a FTTH. Donc, FTTH, c'est mutualisé. Je crois qu'on est raccordé directement à la fibre soi-même. C'est pas justement le bloc de l'immeuble, c'est ça? Voilà, tu as vraiment un tuyau pour toi. Un tuyau sur lequel tu peux aussi faire passer beaucoup d'autres choses que juste de l'Internet. D'ailleurs, les opérateurs font ça aussi, ils font passer de la télé et du téléphone. Et donc, chez les opérateurs entreprises, où tu payes ta connexion 500, 600, 2000 euros par mois, ça dépend, il y a tous les prix, ton débit, il est garanti. Donc, tu peux acheter juste 10 mégas de débit, mais garanti. Donc, tu es là toujours. Et pour les entreprises dont c'est important cette fiabilité maximale, ça vaut le coup de payer. Ça vaut le coup. Encore plus chez Free d'ailleurs, où il y a de plus en plus de témoignages d'utilisateurs qui disent qu'en journée, le réseau est saturé et où leur débit fibre s'effondre parce qu'il y a des problèmes d'interconnexion. Il y a plein de choses qui ne vont pas chez Free en ce moment. Donc les pros, s'ils peuvent bénéficier d'un réseau différent du réseau Free grand public, ça serait une bonne chose. Donc je suis d'accord avec Gonzague, il y a beaucoup d'attentes là-dessus. Est-ce que ça va vraiment être le cas? Est-ce que ça a un sens pour un particulier qui a envie d'avoir une super giga connexion de top de prendre cette offre? Et est-ce qu'on peut d'ailleurs? Tu peux.
oui, mais c'est pas méga intéressant dans la mesure où les débits ne sont pas garantis. Donc, tu auras plus ou moins le même genre de débit qu'ailleurs, surtout si tu ne passes pas par le réseau de Jaguar Networks, qui est donc plus entreprise. D'autant plus qu'on perd tous les services cool entre guillemets sur une offre publique, Amazon Prime, Disney+, tout ça, tous ces produits additionnels qui sont proposés par Free ne sont pas sur il n'y a pas de box télé. Il n'y a pas de box télé, mais, bon, ça, à la limite, mais c'est vrai que Free dans sa communication dit que les TPE qui veulent équiper leurs salariés à la maison avec le Freebox Pro pour justement améliorer les conditions de télétravail le peuvent. Donc il y a aussi une volonté de ne pas en faire uniquement la box de l'entreprise, mais d'en faire la box de la maison pour les besoins pro. Est-ce que les besoins pro disent vraiment comme ça? Je ne sais pas. Mais... Oui, et puis en plus, en cette période de télétravail, c'est vrai qu'on peut se dire, voilà, tiens, je me prends une offre pro, ça sera peut-être plus fiable, etc. Oui, en plus, c'est sans engagement. Pour le coup, ils ont été... Oui, alors après, il y a plein de petites lignes. 50 € de frais de souscription, 50 € de frais de résiliation. Si tu veux le kit pour la raquer, c'est encore 50 €. Si tu veux un répéteur Wi-Fi, c'est 40 € par répéteur. Oui, ça peut faire augmenter Si tu veux un disque dur plus gros, il faut rajouter encore de l'argent. Bon. Allez, on enchaîne avec Donald Trump. Tiens, que devient-il, Donald? Nico, tu as enquêté. Il fait du golf, déjà. Sur son set de golf et nous raconter un petit peu tout ça. Non, plus sérieusement, Donald Trump souhaiterait créer son propre réseau social. Oui, c'est l'annonce de la semaine. On en avait déjà entendu parler, des rumeurs depuis longtemps, mais ça se confirme. Donald Trump serait sur le point de concurrencer Twitter et Facebook. Pour rappel, Donald Trump est viré de toutes les plateformes sociales. Donald Trump aime beaucoup partager son avis avec le monde. Donc pour lui, évidemment, c'est un petit peu à la fois un crève-cœur sans doute personnel, mais aussi il perd son fonds de commerce. C'est comme ça aussi qu'il a réussi à réunir, c'est comme ça qu'il a réussi à devenir président en 2016. Donc pour lui, c'est important de revenir sur Internet, c'est important de faire entendre sa voix et c'est important de réunir ses fans. Ça fera plaisir à Gonzague, là, on est vraiment bouche cousue. Il me manque. Pour Trump. Non, blague à part, c'est vrai que c'est incroyable, on n'entend plus du tout parler de Trump depuis qu'il n'a plus Twitter. Il est baïonné. Il y a des rares communiqués de presse, il y a des rares interventions à la télévision américaine où il appelle justement les émissions qu'il aime bien, mais c'est vraiment, il est vraiment en retraite pour l'instant, il fait une pause, mais il a toujours indiqué que son intention était de continuer le mouvement, et c'était cette semaine son conseiller Jason Miller qui était interviewé par Fox News, donc qui est quand même la chaîne de prédilection de Donald Trump, qui a annoncé qu'un réseau social créé par Donald Trump est en cours de développement, que Donald Trump a beaucoup de réunions avec de grandes entreprises en ce moment pour développer ça, donc ça serait vraiment une vraie intention de faire quelque chose de gros et pas juste faire un petit réseau social. Et évidemment, on est toujours dithyrambique dans l'entourage de Donald Trump, on parle d'un réseau social qui va complètement redéfinir le jeu, qui va réunir des dizaines de millions de personnes et qui va potentiellement être le plus grand réseau social à son lancement. Oui. Donc voilà, il y a de grosses ambitions. Peut-être que ça n'arrivera jamais. Ça ne serait pas étonnant connaissant Donald Trump. Il ne faut pas oublier qu'il y aura certainement plein d'obstacles pour l'ancien président. Je pense au réseau social Parler aux États-Unis qui a été complètement bloqué justement par Apple, par Google, par Amazon parce qu'il n'y avait pas de modération. Comment justement l'entourage de Donald Trump va gérer ces problématiques? Parce que c'est une très bonne question. Il crée un réseau social, mais si on coupe les vannes au niveau des opérateurs ou des GAFA, et il faut de la modération. On le voit bien. Twitter, Facebook ont des problèmes là-dessus. Si il laisse ses fans dire tout ce qu'ils veulent et pouvoir propager justement des théories du complot comme ça a pu être le cas par le passé, ça va pas être accepté par l'App Store, par le Play Store et ils vont s'en prendre à cette application. Donc à voir comment Donald Trump arrive à ficeler tout ça, mais en tout cas il y aurait un projet de réseau social conservateur par l'ancien président des États-Unis lui-même. À suivre donc. On enchaîne avec des nouveautés du côté des smartphones et après Oppo, c'est OnePlus qui présente ses nouveaux modèles dans un contexte, on va dire, et une ambiance un peu particulière. Tout à fait, je suis bien d'accord avec ce côté ambiance particulière parce que c'est très bizarre cette annonce, parce que d'un côté on a d'excellents produits, je ne vais pas faire toute la fiche technique en entier, mais on a un écran LTPO qui peut varier entre 1 et 120 Hz, c'est une première pour un smartphone, on a de la recharge filaire 65 watts, selon les mesures de notre laboratoire à 01net, c'est 31 minutes pour le recharger, c'est un record en ce moment sur le marché. On a de la recharge sans fil qui elle aussi fonctionne en 40 minutes grâce à 50 watts de puissance. Bref, c'est pas mal, il y a vraiment de l'innovation. Mais le problème, c'est qu'il y a plein de choses chez OnePlus qui nous dérangent aujourd'hui, comme le fait, vous savez, que OnePlus a licencié toute son équipe en France l'été dernier, soi-disant pour problèmes économiques. Et aujourd'hui, ils ne s'intéressent plus vraiment à ce marché. La preuve, les OnePlus aujourd'hui ne sont pas compatibles avec la 5G. Ce qui peut être étonnant parce que à peu près toutes les marques ont mis à jour leur téléphone. Depuis quelques semaines, si j'ai bien compris, ça commence à aller mieux chez Free.
il y a un partenariat avec Free, donc les propriétaires d'un forfait Free avec un smartphone OnePlus ou à la 5G. Mais chez Orange et Bouygues, on parle de fin avril et c'est pas sûr. Et SFR, aucune date, aucune communication. Donc ça voudrait dire que potentiellement votre smartphone OnePlus acheté 700 ou 900 euros, il n'est pas compatible avec la 5G. Il y a la puce à l'intérieur, mais le soft n'a pas été développé pour être compatible avec la 5G française. Ils l'ont pas fait et ils n'ont pas l'air d'avoir beaucoup d'intérêt là-dedans parce qu'ils ont arrêté de discuter avec les opérateurs vu que c'est un marché sur lequel ils se sont tirés. Et moi, ce qui m'a étonné cette semaine, c'est j'ai appris par mon camarade Anne Fan du Journal du Geek que OnePlus envisageait de revenir en France, mais sous une forme différente qui utiliserait un petit peu une sorte de triche en étant une sous-licence d'Oppo pour pouvoir revenir sur le marché sans justement recréer une entreprise. Mais à la fois moralement et légalement, revenir en créant une nouvelle entité après avoir licencié tout le monde pour problème économique, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas avec cette entreprise aujourd'hui. On ne sait pas quand est-ce qu'on aura la 5G avec les OnePlus. Il y a aussi tout un partenariat avec Hasselblad qui, soi-disant, fabrique leurs appareils photo. Mais en réalité, c'est marketing. Hasselblad n'a rien fabriqué. Hasselblad fabriquera peut-être plus tard, mais aujourd'hui, c'est juste des filtres ou quoi que ce soit dans le logiciel. Donc, je suis de plus en plus méfiant envers OnePlus. Donc, j'appelle quand même à la prudence. On testera ces produits qui ont l'air excellents. Mais en même temps, si derrière, il n'y a pas la garantie d'avoir un vrai suivi logiciel, un vrai service client, c'est un peu problématique. Comme ça qu'il y a tellement de constructeurs aujourd'hui de smartphones aussi. Ouais, mais c'est vrai que c'est très dommage ce que signale Nicolas, parce qu'ils avaient développé une sorte d'excellence technique. Alors, c'était pas les meilleurs, mais pour un rapport qualité-prix qui était extrêmement intéressant, ils avaient créé aussi une communauté quand même assez phénoménale. Moi, j'avais été à un événement OnePlus, c'était dingue. Ah oui, c'est monstrueux. Et de tout laisser tomber comme ça, je trouve pas ça très fair. Et plus les techniques sous-marines après pour revenir en douce, pas génial. Bizarre. Alors, autre constructeur cette fois-ci, beaucoup plus ancré sur le marché du smartphone et qui est, j'allais dire, plus sérieux dans le sens où, c'est Samsung, qui est là depuis très longtemps. Samsung qui prépare déjà l'avenir du pliant. Ouais, on en parlait la semaine dernière. Pliant, merci de ne pas dire pliable, c'est très très important. C'était pour faire plaisir, parce que j'étais à deux doigts de sortir pliable. Là. Non, mais il faut dire pliant, c'est très très important. D'ailleurs, j'avais demandé à l'Académie française qui avait dit oui, qu'il avait raison. Ah, voilà. Info, on avait fait un article à l'époque. Il y a vraiment une histoire là-dessus, ça me tient à cœur. Mais pour revenir à ce sujet, on vous disait d'ailleurs la semaine dernière qu'on trouvait un petit peu hypocrite l'argument marketing de Samsung de dire on arrête les Galaxy Note parce qu'on n'a pas de composants, mais d'un autre côté, ils voulaient faire d'autres produits. Je pense qu'on peut dire qu'on avait raison parce qu'aujourd'hui, il y a un article de Nikkei qui nous raconte que l'arrêt du Note est prévu depuis plus d'un an, que c'était vraiment une volonté de Samsung et ils veulent vraiment remplacer ce segment de Galaxy Note par les smartphones pliants. Et leur objectif cette année, il est assez gros, c'est qu'il y ait autant de smartphones pliants vendus que de Galaxy Note les années précédentes. Donc ils veulent vraiment monter en gamme et en même temps diversifier cette gamme. Il y aurait 3 mobiles pliants qui seraient annoncés certainement en même temps cette année. Ça serait donc le Galaxy Z Flip 2, vous savez, le téléphone façon clapet qui se plie verticalement. Le Galaxy Z Fold 3, on voyait le Fold à l'image il y a quelques instants. Et un nouveau produit qui se plierait 2 fois. Oula, là attention, on se dit, ça s'appelle une couverture chez Samsung. Exactement, ça sera un petit peu ce délire-là. Mais l'idée, d'après Nikkei, évidemment, tout ça est assez hypothétique parce qu'ils n'ont pas vu le produit, ils ont juste entendu des sources en usine. Ce serait d'avoir un écran qui, une fois déplié, est au format 16 neuvième, 18 neuvième, pour que vous puissiez regarder vraiment un film comme sur un grand smartphone. Donc c'est pas bête parce que là, aujourd'hui, quand il est déplié au format 4 tiers, à part pour voir Zack Snyder Justice League, on peut pas voir grand-chose en réalité. Mais alors, mais ce Zack Snyder Justice League, c'est terrible, quoi. On se retrouve à regarder un film en 4 tiers, mais moi, ça me rend malade. Au début du sujet, mais oui, je veux bien. Non, mais juste, voilà, on referme la parenthèse. Bien sûr, oui, non, c'est incroyable, quoi. Un film qui a coûté, je sais pas combien de centaines de millions. Disons qu'au cinéma, ça serait moins problématique que sur des écrans 16 neuvième. Ça, c'est évident. Mais bon, j'ai ressorti la télé 4 tiers, tu vois. Ça, c'est pas mal. Au moins, t'étais vraiment dedans. Mais sur un Galaxy Fold aussi, c'est pas mal. C'était bien adapté. Mais bon, il y a ce futur téléphone pliant qui se plierait donc 2 fois, donc il se déplierait à 2 reprises et qui permettrait donc d'avoir un très grand écran. On demande à voir ça. On espère aussi que les prix vont baisser. On peut imaginer que c'est le cas parce que voilà, remplacer un téléphone à 900 € par un téléphone à 2000 €, ça ne semble pas possible aujourd'hui. Donc Samsung a certainement plein de bonnes idées. Il y a toujours cette question du fantôme de la crise des composants. Est-ce que Samsung va pouvoir produire tout ça en quantité suffisante? Mais en tout cas, il y a une volonté pour eux de miser sur le pliant en 2021. Ouais, c'est intéressant. On voit que la machine, le rouleau compresseur Samsung est en route. Voilà, il mise sur le pliant et il monte en gamme là-dessus.
Qu'est-ce que tu en penses, Gonzague? C'est pertinent? C'est intéressant. Alors moi, j'étais vraiment pas convaincu au début, mais la dernière fois qu'on a vu des démos, même de téléphones déroulants, c'était quand même assez bluffant. Ils ont vendu, je crois, 3,5 millions de téléphones pliants en 2020 sur 270 millions de smartphones. Donc, ça paraît pas énorme, mais finalement, c'est quelque chose qui est en train de prendre du terrain. Et après, effectivement, comme tu disais, Nico, si ça coûte 2 000 € le smartphone, la percée va s'arrêter à cette rare niche de gens qui ont les moyens de mettre 2 000 € dans un smartphone. Mais le form factor prend vraiment de l'ampleur sur le marché. C'est intéressant. Et est-ce que, encore une fois, c'est Apple qui va sonner la fin de la récré lorsqu'il s'intéressera, si un jour Apple s'intéresse un jour aux pliants? C'est ça la question. Il y a des chances, mais les rumeurs disent que oui, pas de suite, on parle plutôt de 2023 pour Apple, mais ils travailleraient avec Samsung, avec des écrans personnalisés pour eux, donc on sait qu'Apple ne va pas se précipiter, ils vont vraiment adapter le logiciel, plein de choses, mais Apple est intrigué par le format pliant, donc à mon avis, ça va arriver à un moment. La question c'est quand, et est-ce que entre-temps Samsung et les autres ne vont pas se griller en ratant des produits en espérant que ce soit pas le cas. Moi, je suis très convaincu, vous le savez, par le Fold. Donc, j'ai assez hâte de voir ce qui va se passer cette année sur ce marché. Très bien, on va parler un petit peu jeux vidéo. C'est vrai que l'année 2020 a été très 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 riche en matière de nouveautés avec la nouvelle Xbox, la PlayStation 5. 2021 pourrait être aussi une année sympathique du côté de chez Nintendo, Nico. Ouais. En effet, on en entend parler depuis aussi assez longtemps de cette rumeur d'une Nintendo Switch Pro, Super Switch. Il y a plein de noms, mais on ne sait pas du tout comment ça va s'appeler. On savait depuis 1 ou 2 semaines que cette Switch aurait un écran OLED de 7 pouces. C'était déjà l'information qui avait fuité. Donc on passerait sur un écran bord à bord. Ça serait de l'OLED, donc ça serait beaucoup plus joli. Ça consommerait moins d'énergie. On resterait sur du 720p par contre. Mais bon, voilà, ça pourquoi pas, après tout, en même temps, si ça consomme moins de batterie. Et puis le LED apporte tellement de contraste qu'on aura une expérience visuelle. Je ne pense pas que ce soit tellement problématique. Voilà, même en 720p, ça sera top. Tout à fait. Là, ce qu'on apprend cette semaine par Bloomberg, c'est que c'est de nouveau Nvidia qui va fournir Nintendo en composants pour la nouvelle Nintendo Switch. Et on sait désormais comment Nintendo va réussir à faire de la 4K avec une petite console portable. Et je trouve que c'est un procédé qui s'appelle le DLSS. Je vais essayer de ne pas l'écorcher. Deep Learning Super Sampling. En gros, c'est un algorithme d'upscaling qui est déjà utilisé dans les cartes graphiques Nvidia, qui permet d'étirer l'image grâce justement à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que ça ne sera pas pour tous les jeux, ça sera uniquement pour certains jeux qui ont été optimisés pour ce process. Mais grâce à ça, on devrait avoir une image vraiment proche de la 4K native, une fois connectée à un bon téléviseur sur les meilleurs jeux comme Zelda, comme Mario. Donc ça a l'air plutôt prometteur. Pour gérer tout ça, il y aura plus de mémoire vive. Et par contre, toute l'inconnue à laquelle Bloomberg ne peut pas encore répondre, c'est le prix et surtout, est-ce que cette Switch est le successeur de la première Switch ou un modèle plus haut de gamme? Parce qu'on parlerait de 349 ou 399 $, ce qui signifierait que ça sera plus cher que la première version. Donc est-ce que la première version reste au catalogue ou est-ce que Nintendo la supprime et la remplace par celle-là en misant sur la Switch Lite pour équilibrer son catalogue? La Switch qui commence à dater, elle est sortie quoi, il y a 2017, je crois. Donc ça fait 4 ans. Bon, voilà. Alors c'est beaucoup, c'est beaucoup. Pour un portable, je sais pas, c'est vrai que pour les consoles de salon, 4 ans, c'est pas beaucoup, en général, c'est 7-8 ans, mais c'est vrai que là, la Switch... Mais elle a l'air tellement ancrée dans le paysage, c'est incroyable, parce que j'ai plein d'amis qui sont pas très gamers, ils ont tous une Switch. Genre, tout le monde a acheté une Switch. Alors, c'était très dur de la voir, d'ailleurs. Il y a quand même la foire pour essayer d'en choper une. Les gens payaient des prix complètement déments. Et c'est assez tentant, cette Switch 2 dont on ne connaît pas. Oui, c'est ça. Et puis, on sait que Nintendo a un savoir-faire dans les jeux, avec Animal Crossing qui a cartonné l'année dernière. Enfin, plus gros succès en France, d'ailleurs. Plus gros succès devant en France. FIFA. Petite prouesse. Devant FIFA, c'est incroyable. On sait si elle sortirait cette année, cette console, ou pas? A priori, oui. Ça devrait être certainement en Noël l'objectif, mais elle devrait certainement être annoncée aux alentours de l'été ou de la rentrée. Ça va pas tarder là. Et ce que tu dis est important. Est-ce que, avec la pénurie des composants, il y a aussi ça, tout le monde a le problème. On aura ce stock de Switch 2 parce que évidemment tout le monde va se jeter sur la Switch 2 et c'est sûr, il est certain qu'il y aura des pénuries et qu'on va tous se battre dans les rayons pour avoir une Switch 2. On le voit bien avec la PS5 d'ailleurs, oui, il y a des problèmes. Il y en a qui se battent toujours. Tous les jours, il y a des petites remises en stock avec des ruptures de stock au bout de 5 minutes. Pour le 5e confinement. Blague à part, cette crise de semi-conducteurs est très très embêtante parce qu'en fait c'est en train de faire augmenter le prix de tous les produits, parce que ça touche évidemment les jeux vidéo, mais ça touche vos ordi, les produits réseau, les voitures. Il y a des chaînes de fabrication de voitures qui sont à l'arrêt parce qu'ils n'ont plus les composants pour les faire. Et donc ça risque de faire augmenter les prix. On s'était un peu habitué à ce que les prix diminuent des composants. Et là, c'est
Ouais. C'est l'inverse, c'est la guerre. C'est compliqué. Dernière news pour ce De quoi je me mêle et pour ce club de la presse IT, c'est du côté de Disney. Disney qui affine sa stratégie pour cette année. Ouais, c'est sur le streaming, vous savez, avec la pandémie, les cinémas sont fermés et du coup, il y a un petit peu une guerre de vision en fonction des studios. Qu'est-ce que c'était déjà ce truc? C'était un endroit où le film, on le regardait tous ensemble, je crois. Il y avait quelque chose du genre. Avec des sièges. Il y avait des sièges, exactement, des pop-corn. Bon, donc du coup, ce qu'il s'est passé chez pas mal de studios, notamment la Warner, était d'annoncer que désormais, les films sortiront en même temps au cinéma et sur leur plateforme de streaming, en l'occurrence HBO Max. Ça, c'est une expérimentation sur HBO parce que ça prendra fin en 2022. C'est uniquement pour toute l'année 2021. Mais tous les films qui arrivent cette année, Dune, Suicide Squad, ça va sortir en même temps sur HBO Max et au cinéma dans les pays où on peut faire ça. En France, c'est pas le cas. Disney, eux, ils ont toujours été un petit peu opposés à ça. Ils ont fait quelques expérimentations, mais ils voulaient quand même conserver l'expérience cinéma. Là, ils sont en train un petit peu de craquer parce qu'ils ont annoncé cette semaine que le film Black Widow, donc qui est un film Marvel, et que le film Cruella vont sortir sur Disney+ en même temps qu'au cinéma. À chaque fois, vous savez, avec ce qu'ils appellent les Disney+ premières, c'est-à-dire que vous payez $30 pour accéder au film pendant une durée de jour limitée, en attendant que ça arrive sur la plateforme pour tout le monde. Donc, ce qui était le cas pour Mulan l'année dernière. C'était le cas pour Mulan, oui. Et je crois qu'il y a eu un autre film récemment, le dernier Disney avec Dragon dedans. Je sais que Soul est sorti directement sur la plateforme. Il n'est même pas passé par la case Disney Premium, là. Mais donc, oui. Et alors, ça veut dire que le nouveau Marvel sera dispo aux US en même temps sur la plateforme Disney+, en Angleterre aussi, normalement, je crois. Dans tous les pays qui peuvent... En France, ça aurait pu être le cas si on n'avait pas la chronologie des médias, mais dans les pays qui le permettent, ça sera disponible partout. Et c'est vrai que sur Pixar, il y a un autre film Pixar qui arrive le 18 juillet qui s'appelle Luca. Et là, pareil que Soul, ils le mettent pour tout le monde sur Disney+, et ils abandonnent la sortie cinéma. Donc, on sent que c'est quand même très particulier, et que ce n'est pas souhaitable que ça dure longtemps, ce genre de situation. Mais Disney cède justement au streaming. En France, rappelons qu'avec la chronologie des médias, si un film sort au cinéma, il ne peut pas être sur une plateforme de streaming avant 3 ans. Donc, même si c'est le producteur du film Même si c'est le producteur, il y a évidemment des projets de refonte, on va voir comment tout cela va évoluer. Mais à l'heure actuelle, ça serait impossible pour Disney de faire ça. Ce qui est sûr, c'est que post-pandémie, si un jour on y arrive, je l'espère, il y aura un vrai changement de ce système et la durée entre la sortie cinéma et la sortie en streaming devrait être, d'après les studios américains, de 40-30 jours et non plus de plusieurs mois. Est-ce qu'il y aura un avant et après, forcément Il y aura un avant et un après, et c'est un changement de paradigme aussi pour les studios, parce qu'en fait, quand tu faisais la sortie d'un film au cinéma, il y avait une énorme partie du budget qui était consacrée à la promotion, et ça va peut-être vraiment s'inverser. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, c'est difficile pour eux de ne pas sortir un film au cinéma, parce que les recettes sont largement supérieures au fait de le mettre sur une plateforme, sauf si tu te fais racheter ton film comme celui de Tom Hanks, parce que tu sais qu'il ne va pas pouvoir sortir au cinéma et que du coup tu te dis on va sauver les meubles. Oui, c'est vraiment la solution de secours, quoi. La solution est horrible pour les cinémas et les exploitants. Et le pire, ça serait que ça se pérennise finalement, et que ça en mette vraiment un coup au cinéma. J'espère. Croisons les doigts et qu'on sorte de tout cela et qu'on puisse retourner dans ce truc qu'on appelait cinéma. Tout à fait, qui était sympa. Avec des gens à côté, tout ça. Sont sur leur téléphone. Voilà. Des bandes annonces de 30 minutes. Tu payes ton place et puis tu regardes. Attends, des bandes annonces, tu veux dire une demi-heure de publicité pour des trucs qui ne t'intéressent pas. Les M&M's. Votre boucherie à 500 mètres de cinéma. Horrible. Merci à tous les deux. Merci Nico. Merci François. Nicolas Lelouch de la rédaction de 01net et Gonzague d'Ambricourt. À bientôt. À très bientôt à tous les deux, et vous restez avec nous, la suite de quoi je me mêle dans un instant avec un spécial drone. On va tout vous dire sur les nouveautés, la réglementation. Ce sera avec mon invité Frédéric Botton, un vrai spécialiste du sujet. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.